Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'introduire le premier de ces sujets de la journée d'aujourd'hui, qui mêle à la fois les problématiques liées aux nouvelles technologies, le big data, et puis un sujet qui est ancien, parce que je pense qu'on en parle depuis très longtemps, qui est la fraude. On parle depuis longtemps de la fraude, parce que c'est un sujet, on ne peut pas dire que ce soit un sujet d'actualité brûlante, c'est un sujet continu, sujet qui a été activé, on va dire, si on recule de quelques années, par les pouvoirs publics et les institutionnels qui ont beaucoup travaillé en leur temps, de leur propre initiative, pour développer ces services, pour que les prestations qu'ils délivrent ou que les impôts qu'ils recouvrent soient justement assis. Vous avez peut-être en tête l'initiative de la CNAM, qui a créé une direction de lutte contre la fraude, de la CNAF, qui a fait pareil, de l'État, qui a enfin, après de nombreuses années, je crois que j'y avais participé étant plus jeune, admis qu'il était possible de pouvoir céder ces informations sur les revenus à des tiers, ce qui n'est pas très, très culturel dans le milieu des pouvoirs publics. Et puis, pour nous rapprocher du monde de l'assurance privée, des opérateurs se sont installés sur la place pour justement s'activer sur le sujet et proposer à la fois des services d'identification de cas atypiques, quand on parle de façon prosaïque et contournée, et puis aussi pour recouvrer des prestations qu'ils considéraient eux aussi comme injustement délivrées. Donc c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui peut retrouver de l'actualité au travers de l'utilisation des nouvelles technologies, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est ce qui va nous intéresser, et donc sont parmi nous ou associés à ce sujet 3 personnes. Je vais présenter, en commençant par le plus éloigné physiquement, Benoît Legros, qui est vice-président de Shift, qui est une des licornes dont on parle beaucoup, qui s'est spécialisée sur la fraude, donc je pense qu'il est intarissable sur le sujet. Gérard Quinson, qui lui représente plutôt le secteur des assureurs, puisqu'il est directeur des projets transversaux, en charge de la fraude chez ProBTP. Je n'ai pas déformé. Et Thomas Rabouille, à ma droite, qui est directeur général de la structure qui porte la gestion déléguée dans le groupe Cegedim, qui s'appelle e-Gestion. Donc, avant de commencer de décliner ce sujet dans le temps qui nous est imparti, je pense que la première question par laquelle on peut introduire ce sujet, c'est qu'est-ce que c'est que le big data et qu'est-ce que ce n'est pas. Alors, je vais peut-être passer la parole à Benoît. Alors peut-être, je ne vais pas parler un bon quart d'heure sur qu'est-ce que le big data, l'intelligence artificielle, le machine learning. Ce sont beaucoup de termes qu'on entend régulièrement. Peut-être pour commencer par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, la définition assez simple, c'est de dire qu'on veut, par des programmes informatiques, mimer le mode de raisonnement de l'esprit humain. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors peut-être une autre définition, c'est-à-dire ce que ce n'est pas. C'est pas une magie, une boîte noire, un cerveau, comme on le verrait dans certains films de science-fiction, qui reproduit un cerveau humain. Donc l'intelligence artificielle, c'est plutôt un ensemble de techniques, d'algorithmes qui vont permettre, sur certains problèmes, de produire un raisonnement qu'on ne saurait pas définir juste de façon déterministe, comme on le faisait dans de la programmation il y a maintenant une vingtaine, une trentaine ou une cinquantaine d'années en informatique. Et pourquoi ces problématiques d'intelligence artificielle sont liées à la big data? C'est que l'utilisation de la donnée, la masse de données disponibles depuis maintenant quelques années, est beaucoup plus important, et les solutions technologiques qui étaient utilisées autrefois ne permettaient plus d'accéder à la puissance de ces données. Et donc c'est pour ça que de nouvelles technologies ont été développées. Aussi la puissance de calcul qui a permis de faire des choses qui avaient été théorisées dans les années 50 mais qui n'avaient jamais été mises en œuvre. Et donc le big data, c'est comment utiliser l'ensemble de ces données avec des nouveaux moyens algorithmiques pour résoudre des cas d'usage particuliers. Et donc aujourd'hui, on peut parler de l'utilisation de la fraude, et bien on va revenir dessus aujourd'hui. Gérard, un complément? Oui, non, je souscris totalement au fait que c'est pas magique. On en entend beaucoup parler. Il y a évidemment quelques années, on parlait du big data, puis après du machine learning, du deep learning. Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Vu en tout cas de ma fenêtre de lutte contre la fraude, c'est des outils, utiliser les outils du moment pour être plus performant. Il y a beaucoup plus de data à manipuler.
on digitalise de plus en plus l'assurance et donc on fait face à de nouveaux risques. Avant, on était sur des documents qu'on émettait nous-mêmes, qui étaient donc des documents tout à fait qu'on récupérait, qui étaient forcément conformes à nos pratiques. Aujourd'hui, finalement, on est dans un monde totalement ouvert où ces documents-là viennent de toutes les sources possibles, imaginables, et en particulier de votre smartphone, mais elles peuvent être manipulées. Et donc, on a besoin finalement de technologies qui nous permettent, je dirais, de faire face à ces nouveaux risques. Très bien. Après ce petit rappel, première question qui nous semble importante, qui est au cœur de notre sujet. En quoi les technologies liées au big data peuvent-elles justement constituer un outil qui est essentiel pour lutter contre la fraude ? Alors, je vais répondre, je vais donner la version de Shift Technologies. Alors, Shift, on a été fondé en 2014 sur cette problématique d'utiliser l'intelligence artificielle et Big Data pour contribuer à résoudre cette question de la détection de fraude. La première réponse, c'est qu'il y a énormément de données. Et donc, on a besoin d'outils d'intelligence artificielle, de Big Data pour le faire. Là, c'est un peu, je tourne en rond. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut plus, et comme le disait Gérard, on ne peut plus utiliser uniquement les données disponibles de l'assureur. On doit pouvoir venir agréger des données externes. On va le voir suivant les typologies d'assurance sur lesquelles on travaille. Et pour pouvoir venir agréger ces données, enrichir les données, on utilise des technologies d'intelligence artificielle qui vont venir enrichir. Alors, un autre exemple peut-être, et qui est plus concret, parce que là, ce que je dis, c'est pas forcément, si on n'a pas de connaissances technologiques, c'est pas forcément très clair, c'est les images. Autrefois, on pouvait avoir des gens qui comparaient des images et qui disaient c'est les mêmes images. Sauf que c'est quelque chose qui n'était pas reproductible en volume, en masse. Et maintenant, l'intelligence artificielle permet de comparer des documents, des millions de factures, et d'identifier parmi celles-ci celles qui sont identiques, qui sont des modifications, qui ressemblent, qui sont un même document scanné. Et cette technologie, c'est des choses où les apports de l'intelligence artificielle permettent de faire quelque chose qu'on ne saurait pas faire à la main et qu'on ne saurait pas faire avec des technologies traditionnelles. Et pour prolonger ce que vous dites, c'est un sujet qui couvre à la fois la santé, mais aussi l'IARD. Exactement. Ce n'est pas spécifique à la santé, la prévoyance ou l'IARD. Non, on va croire qu'on est jumeaux. Nous aussi, on a commencé sur la lutte contre la fraude en 2014 avec un outil de Big Data. Donc, c'était pas Shift, c'était un assureur de personnes, puisque c'est notre rôle. On est un groupe de protection sociale. On assure finalement en santé, prévoyance et retraite l'ensemble de la sphère du bâtiment et des travaux publics. Donc, c'est de l'ordre de 3,6 millions de personnes couvertes, 212 000 entreprises. Et donc, forcément, c'est un nombre conséquent de données, un nombre très, très important de données à manipuler. Et c'est également la source de potentiellement de beaucoup de fraudes. Aujourd'hui, on détecte de l'ordre de 1% de fraude sur l'assurance de personnes. Et on a des estimations, entre guillemets, qui disent que dans l'assurance, on est entre 5 et 6% de fraude. Donc, vous voyez qu'on a encore un peu de marche à gravir. Et nous, notre objectif plus modeste, c'est d'arriver aux alentours de 3%. Et c'est essentiel parce qu'évidemment, quand on lutte contre la fraude, on garantit à nos assurés une meilleure prestation, ou en tout cas, on évite d'augmenter le coût des contrats qu'on propose aux entreprises et aux salariés. Donc, c'est évidemment essentiel pour nous d'utiliser ces outils-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas magique. Les outils de Big Data, ils nécessitent évidemment des ressources humaines. On oublie beaucoup, le machine learning c'est bien, mais évidemment il y a des hommes et des femmes qui vont dire à la machine si c'est une vraie fraude ou c'est un faux positif. Le faux positif, c'est notre plus gros ennemi, entre guillemets, dans la lutte contre la fraude. C'est ce qui mobilise finalement le plus les équipes humaines. Voilà. Qui offre bien une transition entre l'utilisation des technologies et puis la maîtrise des technologies par les collaborateurs. Donc, du coup, la question que j'ai envie de poser à Thomas, c'est pour lutter contre la fraude, est-ce que le big data, c'est la seule solution, c'est le seul levier ? Bon, comme la question est posée, je pense que la réponse est non. Ça va pas être le seul levier, évidemment. Alors, je suis moi aussi jumeau de mon voisin, parce que il est clair qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont au centre de la lutte contre la fraude. Aujourd'hui et demain avec le big data, ou même aujourd'hui avec le big data, excuse-moi.
parce que c'est eux qui vont, amener les use cases pour pouvoir tuner l'outil au fur et à mesure de son utilisation. C'est eux qui vont pouvoir effectivement déterminer si c'est un faux positif ou pas. Et c'est eux qui vont démêler le fil et aller chercher l'indu quand on peut aller le chercher. Donc évidemment, nos collaborateurs sont au centre de la démarche. Et évidemment, alors je rejoindrai la présidente de la FFA en disant qu'il faut faire venir les collaborateurs. Et pour faire venir des collaborateurs, il faut leur montrer qu'on a une capacité à les monter en compétences et à les conserver pour leurs compétences. Donc là, je rejoins complètement le discours. J'ai une image en tête, c'était que la lutte contre la fraude, aujourd'hui, on l'a fait, c'est une pêche à la ligne en fait. On va déterminer exactement le poisson qu'on veut pêcher et on va le pêcher, grosso modo. Avec le big data, on va lancer un chalut dans un premier temps, donc on va ramasser un peu tout et n'importe quoi, du faux positif comme de la vraie fraude. Et le rôle de nos collaborateurs, c'est de pouvoir déterminer la maille du filet et au fur et à mesure d'amener des inputs qui vont permettre de ne trouver plus que de la fraude. Parce qu'on va ramener quand même beaucoup de cas et il va falloir les analyser et en fait ça va demander aussi pas mal de main d'œuvre et d'expertise. Comment on fait en sorte que les collaborateurs ne se sentent pas dessaisis par les technologies du big data? Alors justement, moi, si vous voulez, je ne connais pas grand-chose en big data, donc et en même temps, on l'utilise au quotidien, on utilise des technologies. Je crois que ce qui a un peu changé, finalement, le big data en tout cas, ce qu'on pouvait appeler l'informatique à un moment donné, c'était vraiment très éloigné de l'utilisateur final. Et avec ces technologies-là, notamment sur la fraude, on a, je dirais, raccourci les lignes entre ceux qui sont, je dirais, au niveau de la programmation de ces outils ou de, je dirais, l'amélioration permanente de ces outils, et puis les utilisateurs finaux qui sont chez nous, finalement, une équipe dédiée à la lutte contre la fraude. Et je dirais, on a raccourci la distance et du coup, finalement, on donne de l'intérêt aussi à ces métiers-là parce qu'on fait et de la R&D et en même temps, on fait très concrètement de la production de fiabilité de ces systèmes-là. Donc, avec un acteur important pour nous qui est en fait le data analyst, c'est-à-dire que c'est dans cette masse de données, il y a évidemment tout et un peu n'importe quoi, et notre idée, c'est évidemment que ce soit quand même rentable cette pêche aux poissons, parce qu'on sait qu'il y a effectivement ce type de poisson qui perturbe entre guillemets l'écosystème, et donc effectivement ce raccourcissement ce raccourcissement et ce fait qu'on travaille plus ensemble de manière beaucoup plus collaborative et sur des séquences beaucoup plus courtes, ça permet effectivement de progresser, de faire avancer le modèle le plus rapidement possible. Et comment un éditeur, Benoît, peut-il aider à changer de mode de pêche, de passer du chalut, je ne sais pas si c'est de la pêche à la ligne, mais en tout cas à un ciblage beaucoup plus fin? Alors, je ne sais pas si on pourrait filer la métaphore, mais je pense que le machine learning, c'est d'utiliser le feedback des utilisateurs. Donc, on est bien complémentaire des utilisateurs de la solution pour adapter automatiquement, suivant l'endroit du filet, la taille de la maille. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire à la main? Nous, on est très modeste. On est des outils d'aide à la décision pour les équipes de détection de la fraude, les équipes de gestionnaires. Et on est là pour apporter de l'aide pour qu'ils fassent mieux leur travail. Et comme on le disait, limiter le nombre de faux positifs, c'est les aider à mieux faire leur travail. Donc nous, on utilise cette information qui est rendue, et justement, c'est là que le machine learning apparaît, et ces technologies, c'est automatiquement de pouvoir, à partir des données et des feedbacks faits par des humains, améliorer la solution et proposer à l'avenir des alertes plus pertinentes, parce que peut-être c'est de la fraude qu'on détectait, mais détecter de la fraude c'est bien, savoir la prouver et faire des économies c'est mieux. Et donc il y a l'ensemble de ces paramètres qui vont rentrer en compte et qui vont permettre d'avoir un système auto-apprenant et qui progressivement va apporter plus d'aide aux utilisateurs. Peut-être la dernière chose, c'est aussi dans la façon dont on développe les solutions. On peut avoir des modèles boîte noire où finalement on sort des anomalies et on dit ça c'est sûrement une détection de fraude. Mais un utilisateur il ne va pas savoir quoi en faire, un gestionnaire de fraude. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de sortir cette détection. Donc on travaille sur des technologies à base de scénarios et qui vont donner des leviers actionnables. Donc dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle est bien un élément complémentaire du travail des gestionnaires et qui va utiliser le travail des gestionnaires pour s'améliorer.
Si je peux juste compléter, le big data va aider effectivement à monter en compétence un certain nombre de gestionnaires et à s'appuyer sur leurs expertises, mais ça va aussi surtout structurer notre façon de travailler, parce que la remontée des cas va nous amener parfois à changer nos processus de travail, à les soumettre moi à mes délégants par exemple, et voilà, ça va nous aider à nous structurer, à toujours évoluer et à faire monter en compétence nos collaborateurs. Petite question dans le prolongement de ce qu'on vient d'évoquer. L'intégration du big data, on peut comprendre qu'elle affecte à peu près les différents métiers d'une entreprise, surtout quand on est assureur. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment vous avez géré ou pris en compte les impacts qu'elle pouvait avoir sur vos différents métiers, à la fois techniques, mais aussi gestionnaires? Alors nous, la solution de big data aujourd'hui, elle couvre essentiellement le champ de la santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de données en santé. On s'exerce également à la prévoyance, mais qui est un domaine où il y a finalement moins de données et où on a besoin de beaucoup plus de data extérieure pour venir, je dirais, scénariser ou comprendre, entre guillemets, ce qui se passe. Donc c'est plutôt la santé. Bon, la santé, ce qu'on appelle l'assurance de personnes chez ProBTP, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an sur environ 7,7 milliards au niveau du groupe. Donc c'est un point important. Évidemment, l'idée, c'est de développer ces solutions-là sur l'ensemble des métiers, parce que de la fraude, il y en a évidemment dans tous les domaines. Il y en a en épargne salariale, il y en a en assurance vie, il y en a évidemment en assurance, en IARD, et ainsi de suite. On est moins un acteur d'IARD, donc on ne va pas travailler le sujet, mais voilà. Après, ce qui est important pour nos collaborateurs, je crois que voilà, ça a permis de les monter en compétence, en tout cas la structure en charge de la lutte contre la fraude. Et un de nos enjeux aujourd'hui avec ces outils-là, c'est de dépasser le sujet de spécialiste. Parce qu'évidemment, on a besoin effectivement de spécialistes pour, je dirais, améliorer l'outil sans cesse et puis faire notre travail d'investigation, parce qu'il y a de l'investigation humaine, notamment lorsqu'on veut recouvrer les sommes qui ont été indûment perçues. Donc on a un vrai travail là-dessus, mais notre enjeu de demain, si vraiment on veut progresser, c'est faire en sorte que chacun des gestionnaires de ProBTP, on a environ 2000 collaborateurs qui assurent de la gestion et de la relation client, eh bien il faut que chacun d'entre eux soit en capacité de détecter la fraude et sans être un spécialiste de la fraude. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'à un moment donné, on leur apporte cet outil-là de manière, je dirais, banalisée, qui leur permettent de faire du diagnostic temps réel sur une situation ou de scorer finalement une situation de façon à détecter les choses. Parce que finalement, l'œil humain est encore très très performant sur cette partie-là. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une source, c'est un gisement qu'on n'a pas encore totalement exploité. Et il y a vraiment du travail de ce côté-là. Donc vraiment notre sujet, c'est passer finalement de la R&D semi-industrielle à quelque chose de très industriel et qui permettrait effectivement de tirer pleinement profit à la fois de la compétence des collaborateurs et puis de la puissance de ces outils. Très bien. Vous voulez intervenir, Benoît ? Non, je suis parfaitement d'accord. Non, mais il y a à la fois l'intégration métier et puis l'intégration IT. Je pense que c'est important de dire aussi que des solutions de big data, ça ne doit pas être des choses qui vivent par une équipe spécialiste de data scientists qui vivent dans leur coin et qui font de la R&D, comme on dit. Ça doit être vraiment intégré au cœur des processus parce que ça ne doit pas ralentir non plus la gestion en santé comme dans les autres lignes métiers. Et donc l'intégration dans les processus de l'entreprise, dans les systèmes d'information est très importante pour être pertinente et pour apporter le plus de valeur. Merci. Pour écarter un petit peu très temporairement le sujet de la fraude, mais reprendre le sujet du big data, comme chacun d'entre vous a un profil un petit peu différent, éditeur, assureur, gestionnaire, est-ce que pour chacun d'entre vous, comment vous voyez pour chacun d'entre vous l'utilisation et le développement de l'utilisation du big data ? Alors, je vais commencer. Je vais parler en tant que délégataire de gestion, donc j'ai un portefeuille relativement conséquent sur lequel je peux m'appuyer pour effectivement mettre en place des analyses de big data. Pour moi, c'est avant tout quelque chose qui va être différenciant. C'est-à-dire que je vais proposer à mes délégants des analyses sur leur portefeuille, des sensibilités de leur portefeuille à des variations de tarifs, à des sauts, des bénéficiaires qui passent d'un produit à un autre selon leur âge, selon leur métier aussi, ça peut arriver. Donc tout ça peut me permettre de différencier. Aujourd'hui, sur la gestion,
on a tous à peu près, on est tous assez performants. On respecte à peu près tous les mêmes SLA, on a la même qualité, donc il va falloir se différencier. Et je pense que le big data et la profondeur des données qu'on peut avoir, nous, en tant que délégataires de gestion d'un gros portefeuille, va permettre effectivement de se différencier sur ce sujet-là. Alors nous, on a moins la problématique de gérer pour compte de tiers. Mais évidemment, comme je dis depuis le début, notre enjeu fort, c'est évidemment de servir au mieux nos clients. Donc, pas oublier que la lutte contre la fraude, c'est si on n'a pas des outils très réactifs, en fait, on va à l'encontre du service qu'on doit délivrer à tous les clients. Et les fraudeurs, c'est qu'une portion très très minime de nos clients. Donc, si on oublie ça, effectivement, on ne fait pas tout à fait notre job. Et donc, ça, c'est un point qui est important. Non, je crois que voilà, il faut qu'on serve au mieux nos clients, et servir au mieux nos clients, c'est à la fois leur offrir la meilleure prestation, et là-dessus, effectivement, dans les délais et ainsi de suite, là-dessus, effectivement, on peut se rapprocher, mais il faut aussi le faire à un coût tout à fait maîtrisé. Et la lutte contre la fraude, ça contribue à ce coût maîtrisé, et donc du coup, c'est évidemment un élément différenciant, et c'est un élément important. C'est pas que différenciant, parce que je pense que ça va devenir quand même le standard que de lutter contre la fraude. Et on le voit avec le digital, on le voit notamment avec le Covid. Ce sujet-là est redevenu un sujet d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouvait face à des dépenses très très importantes des systèmes de protection sociale en France, et qu'on a imaginé qu'il pouvait y avoir plus de fraudeurs, alors qu'il y en a toujours autant. Alors il y a évidemment des opportunistes, mais... et du coup, c'est redevenu un sujet d'actualité, et on va essayer évidemment d'avancer sur surfer la vague, puisqu'on était dans le domaine maritime. Surfer la vague pour effectivement rendre ce meilleur service au meilleur coût à nos clients. Benoît ? Peut-être pour préciser de notre côté, nous, c'est notre raison d'être, d'apporter des solutions innovantes grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment au cœur du développement de Shift, et sans s'être synchronisé non plus avec Gérard. Nous, notre volonté, notre raison d'être, c'est d'aider nos clients assureurs à mieux servir leurs clients. Et ces outils, vraiment, et le cas d'usage de la fraude en est un parmi d'autres, sont vraiment là pour aider et donner des outils pour mieux aider les collaborateurs des assureurs, les collaborateurs des délégants à mieux servir leurs clients assurés. Et on est persuadés, nous, chez Shift, que l'intelligence artificielle est une des réponses pour répondre à cet enjeu majeur. Bien, merci. C'est une forme de conclusion, j'imagine, à notre échange. Est-ce que vous avez des questions dans la salle auxquelles nos interlocuteurs pourraient apporter des compléments ou des éclaircissements ? Oui ? C'est justement... Ouais. Alors, la question, c'est comment on arbitre entre l'expérience client d'une part et puis l'objectif, le sous-objectif qui est la lutte contre la fraude. On n'oublie pas que l'objectif numéro 1, c'est l'expérience client, et donc les systèmes qu'on met en œuvre, ils doivent délivrer une réponse en quasi-temps réel, de façon à ne pas couper, je dirais, et notamment dans ce qu'on appelle la prise en charge, c'est-à-dire en prépaiement. C'est un enjeu important, le prépaiement, parce qu'une fois qu'on a payé, en règle générale, même si on détecte la fraude, on a beaucoup de mal à recouvrir les sommes. La justice du pays est quand même un peu ankylosée, et donc on a une faible garantie de récupérer ces sommes-là. Donc tout se joue, enfin une grande partie des choses se jouent avant de payer. Et à ce moment-là, quand on est par exemple dans une prise en charge optique, il faut que dans une fraction de seconde, ou presque, le système, je dirais, nous, par exemple... Alors, on n'a pas la solution de Shift, pour vous rassurer, comme ça... pour vous rassurer... Ou pas. Non, mais pour vous rassurer, on n'est pas complice en se disant, moi, j'utilise la solution de Shift. Voilà. On utilise une autre solution. L'idée, c'est... on a, par exemple, 550 règles aujourd'hui qui régissent ce qui peut se passer en optique. Et en une fraction de seconde, il faut que la demande de prise en charge soit finalement comparée à ces 550 règles, pour dire oui, je prends en charge, non, je ne prends pas en charge de manière sûre et indubitable, ou alors c'est orange, c'est-à-dire j'attends, je vais perturber entre guillemets la relation,
Mais voilà, et l'idée, c'est que cette partie orange soit la plus faible possible, parce que si je commence à tracasser mon client à qui j'ai fait une promesse, entre guillemets, qu'il irait dans un réseau de soins ou il irait chez un opticien et on lui livrerait ce qui est dû par son contrat, il faut que je sois très, 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 très rapide. Donc c'est comme ça qu'on arrive à gérer, je dirais, cette, on pourrait dire contradiction, hein, de servir le client, mais sans trop léser. Évidemment, quand on fait de la lutte contre la fraude, on en laisse un tout petit bout, parce qu'il y a évidemment un peu de faux positifs, et donc enfin, tout ça se boucle. Il faut que je baisse le taux de faux positifs, parce que si je ne le fais pas, bah, évidemment, je vais léser des clients. Ces clients, ils peuvent léser votre réputation, et donc on rentre dans un cercle un peu moins vertueux. Voilà. En tout cas, voilà comment nous, on agit. Je suis complètement d'accord, pour le coup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur? Quand vous dites que vous avez besoin de données externes, vous pouvez illustrer ça avec des besoins concrets? Eh ben, par exemple, notre métier principal, enfin, notre cœur de métier, c'est de rembourser, c'est de payer des prestations. Et donc, vous imaginez que pour payer des prestations, il faut un RIB. Et donc, une des opérations les plus courantes dans notre domaine, c'est le changement du RIB. Ben, il faut juste être sûr que le RIB est juste. Alors, le RIB, le numéro de compte, il existe, je vous le rassure, parce que même quand on fraude, en fait, on met quand même un compte qui existe. Par contre, est-ce que le libellé qui est en dessous du RIB, qui dit monsieur, madame, est bien celui qui correspond au compte? Bah, aujourd'hui, il y a une solution sur le marché. Alors, c'est de l'open data, enfin, c'est comme de l'open data, mais ça couvre que 70% du marché des RIB. Donc, quand vous mettez votre RIB dans ce dispositif-là, ça va vous donner une réponse. Si votre client est client d'une grande banque française, pas de problème, ça va rendre la réponse instantanément. Si vous êtes cliente de fintech qui sont en Pologne, en Lituanie ou en Irlande, bah, ça ne va pas donner la réponse. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est par ces canaux-là, parce qu'on facilite entre guillemets la vie de créer un compte en banque facilement, bah, on peut aussi faciliter, je dirais, l'évasion, le blanchiment. Enfin, donc, un des enjeux, c'est d'avoir toute la donnée, si possible. Et donc ça, c'est un appel à ceux qui sont dans la salle, hein, de coopérer, je dirais, dans cette donnée, de la mettre à disposition, parce que si on ne fait pas ça, on passe à côté, évidemment, de est-ce que je paye à la bonne personne? Et c'est quand même le cœur de notre métier. Peut-être pour donner deux autres exemples, on va travailler en assurance habitation, on va pouvoir croiser avec des données satellitaires de Google Maps, regarder quel est l'état d'une maison, est-ce qu'elle ressemblait avant qu'il y ait un sinistre, ou si par exemple on parle en prévoyance, on va avoir quelqu'un qui va avoir un sinistre, qui va déclarer qu'il est en arrêt, et à partir des données qui sont librement accessibles, on va pouvoir regarder qu'il a créé au même moment en Italie une société unipersonnelle dans laquelle il fait du conseil. Est-ce que c'est la preuve d'une fraude? Non, mais c'est quand même un élément de suspicion sur le fait d'aller regarder est-ce qu'il n'est pas en train de créer une deuxième activité en parallèle. Et l'ensemble de ces données disponibles maintenant en open data, soit disponibles, mises à disposition par les autorités publiques sur les bénéficiaires effectifs des sociétés ou des choses comme ça, soit des données qu'on a le droit d'aller chercher sur Internet et de scraper, peuvent être utiles pour contextualiser un sinistre. C'est jamais une preuve de fraude, et on l'a bien dit, c'est des éléments qu'on apporte à un gestionnaire qui va pouvoir prendre une décision ensuite. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Et puis, je laisse la parole au prochain atelier.